On va aborder 3 thèmes dans l'atelier cet après-midi. Le thème du paradigme du financement. Finalement, on finance sur quelle base? Sur la base des prestations. On a beaucoup entendu parler de prestations jusqu'à présent. Ou est-ce qu'on finance plutôt sur l'état du patient, la typologie du patient? On va aborder le thème également du vieillissement. Comment est-ce qu'on prend en compte le vieillissement démographique dans toutes les structures tarifaires? Puisque finalement, que ce soit des soins aigus, de la réhabilitation ou de la psychiatrie, les patients âgés vont devenir de plus en plus nombreux dans le total des patients qu'on va soigner. Et puis on va aborder aussi les questions du parcours patient. Comment est-ce que dans les différents systèmes de tarification, on prend en compte ou pas, ou peu, ou trop peu, le parcours du patient et tout son parcours de soins, pas uniquement un bout ou un épisode. Voilà, alors on va commencer autour plutôt du paradigme du financement avec le professeur Borazio qui va nous expliquer, qui va prendre comme exemple finalement les soins palliatifs et ce qu'on appelait la DRGisation des soins palliatifs, pour nous expliquer à quel point un paradigme qui est vraiment basé sur la prestation peut poser des problèmes, on va le dire comme ça, peut être problématique. Je vous laisse la parole tout de suite, M. Borazio. Comme M. Borazio doit nous quitter assez rapidement, parce que c'est quelqu'un de très occupé, il doit prendre un avion, on attendra à la fin de sa présentation, puis vous pourrez poser tout de suite vos questions, tandis que pour les autres, on le fera après. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup et merci pour la gentille invitation. Effectivement, je m'excuse de devoir partir, mais vous pouvez vous imaginer, palliativiste, on en a besoin partout. Donc, c'est quelque chose que je regrette, mais je suis très content de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous. J'ai accédé à la demande de vous parler en français, même si dans cette thématique-là, que j'ai abordée en Allemagne pour plusieurs années, je serai plus à l'aise en allemand, donc je vous prie de pardonner mon français un peu approximatif. Il y a quand même les diapos en allemand. Non, il n'y a pas les diapos en allemand. Donc, si Alors, s'il y a quelqu'un qui a besoin des diapos en allemand, on les aurait. Sinon, on laisse les diapos françaises, il n'y a pas de problème. Et je peux répondre aux questions en allemand aussi, si jamais. Mais on va parler aujourd'hui des conséquences désastreuses du financement par DRG pour la pratique médicale en médecine palliative. C'est un excellent exemple de comment ne pas faire pour financer un système de soins. On parle de la définition de soins palliatifs de l'OMS, ici à Genève. Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifier précocement et évaluer avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels qui lui sont liés. Alors, l'important, c'est que c'est la qualité de vie et pas la quantité de vie, et que c'est toute maladie, et pas seulement les cancers, comme on a malheureusement aujourd'hui presque partout en Europe, que c'est que les cancers, et c'est pas correct. Les soins palliatifs utilisent tous les moyens de la médecine moderne, tous les moyens techniques qu'on a. C'est pas les moyens qui nous définissent, c'est les buts. Les buts, c'est la qualité de vie. Par contre, il y a un effet secondaire des soins palliatifs qui pourrait être très intéressant aussi du point de vue du financement. Et ça, c'est un fameux article dans le New England Journal of Medicine, soins palliatifs précoces, souligné 3 fois, pour les patients avec cancer métastatique du poumon, non à petites cellules. Alors, c'est cancer très avancé, très agressif, avec un pronostic très sombre. Et on a fait cette étude randomisée, et vous voyez, le groupe avec soins palliatifs précoces, les autres avaient les thérapies standards de Harvard, hein, le groupe avec soins palliatifs précoces, il avait une différence, une meilleure survie de 2,7 mois. Alors 2,7 mois dans ce type de pathologie, c'est énorme. Je vous fais voir un exemple. Ça, c'est pour la même maladie, un médicament, un de nouveaux médicaments, anticorps, immunothérapie, vous savez tout ça. Et vous voyez que la différence, les deux courbes sont presque identiques aux courbes avec le soin palliatif, la différence c'est de 2,8 mois. Donc, si on fait une comparaison, oui, le nivolumab, c'est mieux que le soin palliatif d'exactement 3 jours. Mais pour avoir ces 3 jours, vous vous achetez des effets secondaires assez affreux, de la fatigue, de la dyspnée, de douleur, pneumonie, colite, hépatite, néphrite, et tout ça à un coût de plus de 100 000 balles, tandis que les soins palliatifs
quand, comme effet secondaire, en effet c'est l'effet primaire, hein, c'est l'augmentation de la survie qui est l'effet secondaire, mais l'effet primaire, c'est il y a des réductions des traitements agressifs en fin de vie, il y a moins de chimio, il y a des réductions de la dépression et il y a une amélioration nette de la qualité de vie, et tout ça avec une réduction des coûts. C'est moins de 117 $ par jour. Donc, un système de santé rationnel devrait se jeter sur les soins palliatifs et dire c'est là où il faut aller pour résoudre le problème des maladies chroniques, du vieillissement et de tout ce qu'on a, au lieu de nous rendre la vie impossible avec un système de financement qui ne tient pas la route, et on va le voir immédiatement. Alors, j'ai appris une chose, des économistes, ça c'est un livre des textes d'économie, et il y a apparemment une loi fondamentale de l'économie, j'ai découvert ça. La loi, c'est les gens réagissent aux incitatifs. Ça, c'est apparemment la loi fondamentale de toute l'économie, et tout le reste, c'est que des explications selon les économistes. Alors, voyons quelle est l'application de ça au DRG. Alors, les soins palliatifs hospitaliers en Suisse sont assez hétérogènes. Il y a des prises en charge aiguës, des unités de lit aiguës dans les hôpitaux, avec l'idée de stabiliser les patients et les renvoyer à la maison. Il y a des unités d'accompagnement en fin de vie, des résidences palliatives, hospice en allemand, et il y a même des formes mixtes entre les deux, plutôt sur le type du hospice anglais. Ça c'était 2012 en Suisse, 25 institutions. Vous voyez que c'est extrêmement hétérogène, des 4 à 32 lits, d'un DMS de 6 à 31 jours, et les pourcentages de décès qui est n'importe où, entre 34 et 91%. Malheureusement, la seule chose où il y a une certaine homogénéité, c'est très mauvais, c'est qu'il n'y a presque que des patients oncologiques, et vous savez que c'est que 25% de la population qui décède de cancer. Alors il y a 75% de la population, disons 70 parce qu'il y a 5% qui décèdent d'accidents en pleine santé, il y a 70% de la population qui n'est pas servie par les soins palliatifs en Suisse. Il y a des cantons qui n'ont aucune offre de soins palliatifs spécialisés du tout, et c'est pas cher du tout. Et il faut dire que les mourants du futur seront des grands vieillards, très dépendants, très fragiles, multimorbides, et beaucoup d'entre eux démons. Et par ailleurs, je parle de nous tous. Donc, il faut changer d'attitude. Et c'est pour ça qu'avec mon ami Christophe, qui est par ailleurs sera responsable de répondre à tous les insultes que j'ai méritées pendant ma présentation, avec mon ami Christophe, on a mis en place, première mondiale au CHUV, l'année passée, une chaire académique des soins palliatifs gériatriques. Et ça, c'est la direction où il faut aller. Et on est très soutenu par l'institution. Je vois beaucoup de nos collaborateurs qui sont ici et qui nous soutiennent vraiment. Donc, au vu de ces chiffres, je vous rappelle que la prémisse pour faire un financement DRG, entre autres, c'est qu'il faut avoir des structures homogènes au niveau fédéral. Alors là, en anglais, on dirait c'est anything but. Mais ça n'a pas empêché Suisse DRG de le faire quand même. Hein. Alors avant, c'est-à-dire 2015 à peu près, il y avait des formes de financement hétérogènes. On a toujours encore les LIB en Romandie. Hein. En Suisse alémanique, il y avait tout et n'importe quoi, le DRG, forfait journalier ou même des formes mixtes. Maintenant, ça a changé parce qu'on est obligé à aller avec les DRG. Mais en effet, il semble plus que douteux qu'une seule forme de financement provenant du domaine des soins aigus puisse répondre aux besoins de ces systèmes de soins hétérogènes et partiellement situés en dehors des circuits hospitaliers. Parce qu'il y a aussi des hospices, il y a les cliniques privées. Et c'est une brisure des systèmes, un systembruch incroyable de les ramener dans le système DRG. Il n'y a aucune raison pour ça, si ce n'est que les assureurs pensent que, comme c'est, en gros, c'est des mouroirs qui vont faire baisser les prix. Parce qu'il y a moins de dépenses à faire là-bas. Mais ça, c'est pas une bonne motivation. En Allemagne, en effet, ils ont fait les mêmes erreurs, mais ils sont déjà revenus en arrière. C'est-à-dire qu'en 2015, avec la nouvelle loi des soins palliatifs, moi, je m'étais beaucoup battu en Allemagne pour dire que ça ne tient pas la route avec les DRG. Et dans la nouvelle loi, les unités de lits de médecine palliative hospitalière, qui sont autonomes et qui disposent d'au moins 5 lits, peuvent être reconnues comme institutions à caractère particulier, besondere Einrichtungen, et être rémunérées au moyen de forfaits journaliers. Et pour ça, une demande écrite de la part de l'hôpital est suffisante, c'est-à-dire que les assureurs ne peuvent pas se défendre. Si l'hôpital demande, il n'y a que la négociation sur la somme du forfait journalier, mais pas sur le système. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne maintenant? Les assureurs allemands mettent une pression énorme et font du chantage sur les hôpitaux
pour que les hôpitaux n'utilisent pas cette possibilité que leur donne la loi. Et ça, je vous pourrais citer des exemples incroyables, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas que les soins palliatifs soient rémunérés de façon correcte, et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas qualifier. Par ailleurs, vous voyez la classification DRG suisse, qui est plus compliquée encore que celle allemande, c'est une classification très MDC, traitement complexe de médecine palliative. Je ne vais pas aller dans les détails, mais plus haut on est et plus cher ça devient. Et pour voir les mauvais incitatifs, les DRG plus hauts, vous les touchez, entre autres, si vous avez, plus de 8 thérapies, des radiothérapies. Alors ça, c'est affreux parce qu'on se bat depuis des décennies pour qu'en fin de vie, il y ait ce qu'on appelle une radiothérapie hypofractionnée. C'est-à-dire, s'il faut faire une radiothérapie pour des raisons antalgiques en fin de vie, il faut faire les moins de séances possibles parce que les gens sont mal et parce que c'est lourd d'aller faire une séance de radiothérapie. Il faut en faire 1, 2, 3 fois, mais pas 8. Et là, on pose une incitative incroyable à faire plus de traitements parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. 17 000 balles par patient en l'occurrence. Donc, il y a des conséquences pour la pratique médicale en médecine palliative qui sont très lourdes au niveau de la sélection des patients, du traitement des patients et de la sortie des patients, et je les décline. Pour la sélection des patients, les DRG incitent à la sélection des patients avec un revenu potentiel le plus haut possible. C'est beaucoup mieux d'avoir des patients oncologiques que d'avoir des patients gériatriques. Ils rapportent beaucoup moins de sous, et donc on va fixer les soins palliatifs sur les patients oncologiques pour des raisons purement financières. À Zurich, ils sont en train de penser de mettre en place un poste de professeur assistant en soins palliatifs dans la radio-oncologie. Ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est complètement absurde, c'est ahurissant, mais ce n'est pas une blague. Et je me bats contre ça parce que c'est complètement absurde. Ça veut dire vraiment faire du mal aux soins palliatifs et donc faire du mal aux patients. Mais il y a des raisons de pouvoir derrière. Très clairement. Puis il y a le moment du transfert. Ça c'est très important parce que les DRG, dans une grande institution, il y a un incitatif, un transfert aux soins palliatifs le plus tard possible, ce qui est mauvais pour les patients, parce que ça permet au service d'origine de toucher un pourcentage le plus haut possible des DRG. Parce que, évidemment, que c'est divisé après selon les pourcentages de jours. Donc, il y a cet incitatif et ça a des conséquences. On verra. Et puis, pour les traitements, évidemment qu'on priorise les traitements avec relevance pour les DRG. Il y a ces fameuses 6 heures de thérapie additionnelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec les grands malades, c'est pratiquement impossible d'y arriver, sauf si on triche. Et je connais pas mal d'hôpitaux suisses qui m'ont dit très clairement, mais nous on triche, il n'y a pas de problème. Mais c'est un incitatif à tricher. Alors nous on ne le fait pas, mais c'est vraiment là, dans cette situation-là, c'est un incitatif à tricher. On envoie un aumônier ou un psychologue chez un patient comateux, mais il fait son heure et puis c'est fait, quoi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on incite à une bonne pratique. Et puis il y a des incitatifs à faire des thérapies potentiellement très lourdes, comme la radiothérapie, on vient de dire, qui rapportent beaucoup d'argent si vous faites plus de 8 séances. Mais le pire, c'est la conséquence pour la sortie. Parce que alors, ce que vous me faites, parce que les DRG palliatifs, il est payé après 8 jours, puis il y a une autre chance après 15 jours, et puis il y a une autre chance après 22 jours. Alors, ce que vous faites, c'est vous introduisez des jours préférentiels des décès. Du point de vue financier, c'est clair que c'est mieux si les gens décèdent aux jours 8, 15 et 22, mais pas entre deux. Alors, je pense que vous allez arrêter de rire dans 2 minutes. À partir du 23e jour, il y a une charge financière progressive pour l'hôpital, c'est les outliers, donc c'est un incitatif à faire sortir les patients, mais avec jusqu'à 91% des décès, c'est un incitatif à faire quoi? Et pour dire que ce n'est pas une théorie, je vous donne les statistiques des unités de médecine palliative allemandes, là il y en a 300, et ça c'est les jours de sortie dans les unités de lits de médecine palliative en Allemagne, toute unité confondue, avec les DRG. Et vous voyez que, comme par hasard, il y a un pic très significatif au jour 7. En Allemagne, c'est les jours 7 et pas les jours 8 qui déterminent les DRG. Alors ça, c'est déjà assez grave. Mais puis, si vous savez que plus de la moitié de ces sorties, ce n'est pas des sorties, c'est des décès, ça devient vraiment inquiétant. Et je vous assure qu'en Suisse, ça sera pareil.
Et l'argument, ça c'est vraiment le pire, l'argument de Suisse DRG qui arrive toujours, oui peut-être qu'il y a des mauvais incitatifs, mais la déontologie des médecins est toujours irréprochable, ils ne vont jamais faire quelque chose de non éthique, ça c'est les sommets du cynisme. C'est vraiment les sommets du cynisme. Il y a un tas d'études sociologiques qui démontrent très clairement que s'il y a une pression économique, des incitatifs mauvais et non éthiques vont être suivis, même par les gens qui les reconnaissent comme tels. Là, c'est une chose qui est clairement identifiée par la sociologie et par ailleurs par les diapos que je viens de vous montrer. Donc, cet argument-là, c'est vraiment quelque chose d'horrible et de détestable. C'est le sommet du cynisme de dire, oui, peut-être qu'on a quelques mauvais incitatifs, mais de toute façon, les médecins font toujours ce qui est juste. C'est pas vrai. Donc, en conclusion, un financement de type DRG ne peut pas représenter adéquatement les formes hétérogènes de soins dans les soins palliatifs hospitaliers, mettre en place des mauvais incitatifs majeurs concernant la sélection, les traitements et la sortie des patients, entrave l'extension des soins palliatifs aux patients non oncologiques, et puis de toute probabilité, ça je l'ai écrit en 2015 déjà, il ne couvrira pas les coûts. Et maintenant, je peux vous démontrer que c'est vrai, parce qu'il y a des nouvelles données, toutes nouvelles, pas encore publiées, 2015 et 2016, il y a un sous-financement d'environ 5 000 francs par patient avec DRG dans les unités de lit de soins palliatifs, et la cause, c'est les patients transférés en interne. Parce que, comme il n'y a pas un nouveau cas, hein, et il y a des périodes très courtes, alors c'est clair. Mais il y a, et ça c'est intéressant, il y a aussi un sous-financement dans les cliniques palliatives au dépit de l'avantage qu'elles ont, parce que là, il y a toujours un nouveau cas qui se forme quand elles sont transférées en clinique palliative, mais quand même, il y a tellement haut pourcentage des patients qui restent moins de 8 jours et donc qui ne touchent pas un DRG, qu'il y a jusqu'à 60%, parce que les patients arrivent toujours trop tard aux soins palliatifs, qu'il y a aussi là un sous-financement clair. Donc, personne ne gagne, et le sous-financement est particulièrement prononcé dans les outliers, en particulier, par exemple, les patients SLA, les patients neurodégénératifs qui ont vraiment besoin désespérés des soins palliatifs, mais qui causent des déficits énormes. Entre autres parce qu'on n'a pas des institutions où les mettre quand ils sont là. Et il y a une alternative. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'alternative. Les Australiens qui ont, je vous rappelle, inventé les systèmes qui après est passé en Allemagne, qui après est passé ici, n'ont jamais mis les soins palliatifs dans les DRG, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont un système de forfait journalier échelonné selon la sévérité du patient, qui permet un financement adapté aux efforts et à la performance et qui évite les mauvais incitatifs TDRG et respecte aussi la différence des cours individuels de la maladie en fin de vie et qui a été utilisé pendant maintenant 20 ans dans un contexte de financement fondamentalement DRG comme le système australien. Et là, il y a les papiers qui le démontrent. Donc, ça c'est le sommaire de ma présentation. Hein? Les gens réagissent aux incitatifs et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut rejeter ces arguments horribles que c'est pas grave d'avoir des mauvais incitatifs parce que de toute façon, les médecins sont éthiques. Les médecins ne sont pas plus ou moins éthiques que le reste de la population. Et nous avons besoin d'un financement équitable et aussi éthiquement acceptable pour les soins palliatifs en Suisse, sinon ça sera très très grave, non seulement pour nos patients, mais pour nous tous à un moment donné. Merci de votre attention. Merci énormément pour cette présentation, ce plaidoyer et en même temps pour les informations très factuelles que vous nous avez données. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour le professeur Borasio par rapport à cette présentation? Oui? Merci. Alors, merci de cette question. En effet, les codes SHOP, d'abord, sont pour les unités de médecine palliative aiguë. Et là, il y a tout un système de critères de structure qu'il faut remplir pour avoir une unité de médecine palliative, comme on l'a au CHUV, comme on l'a ici à Bellerive, etc.
Par contre, pour les patients qui sont suivis à l'étage, là, il y a besoin d'un autre système. Et au CHUV, on a mis en place un système qui tient très bien la route, qu'on appelle le système des lits identifiés. Les lits identifiés, c'est quelque chose qui existe en France, mais de façon un peu différente. Qu'est-ce que c'est ces lits identifiés? Quand il y a un patient qui bascule vers les soins palliatifs, vers la nécessité d'un accompagnement ou d'un traitement des symptômes dans le cadre d'une maladie incurable, il y a la possibilité pour les services hébergeants de transférer la responsabilité de ces patients aux soins palliatifs tout en laissant le patient là où il est. Et nous avons jusqu'à 10 lits et nous avons une équipe spéciale qui prend soin de ces patients partout dans l'hôpital, sauf en pédiatrie. Et c'est intéressant parce que d'une part, on porte les soins palliatifs là où les patients est, donc on évite un transfert. Et d'autre part, il y a aussi une composante très intéressante du point de vue de la formation, parce que les assistants et les soignants restent les mêmes. Donc, ils sont exposés à une supervision des soins palliatifs spécialisés. Donc, il y a cette double composante. Et ce type d'organisation permet d'écoder les fameuses codes A.2 qui est réservé aux patients dans les somatiques aiguës, mais qui ne seraient pas dans une unité de lit de médecine palliative. Est-ce que ça fait du sens comme ça? Alors, la question est comment est-ce qu'on peut faire marche arrière? Bon, ça, on ne peut pas faire nous, tout seul. Évidemment, on espère qu'à un moment donné, le bon sens pourrait effectivement l'emporter. Mais je ne suis pas complètement certaine. Je fais voir les chiffres vont s'empirer au fil des années parce que avec les hospices qui sont dedans et qui rapportent des coûts relativement bas, en Allemagne, les hospices, c'est-à-dire les résidences palliatives, sont financées d'une façon complètement séparée des unités des médecines palliatives. Et il faut avoir ces deux niveaux parce qu'effectivement, il y a un besoin des résidences palliatives, c'est-à-dire des unités d'accompagnement pour les gens qui ont des nécessités trop lourdes pour la fin de vie, mais qui n'ont pas besoin de rester dans l'hôpital. Donc, il y a besoin de ces deux niveaux. Et dans le canton de Vaud, on vient de décider de le faire, finalement. Et là, il y aura besoin d'un effort cantonal. Mais ça sera quelque chose qui, j'espère, pourrait être pionnier pour le reste de la Suisse, parce que c'est le seul système qui tient la route. Et pour les unités de médecine palliative, bon, il faut faire comme en Allemagne, il faut faire marche arrière, mais il faut faire marche arrière sans laisser de la marge de négociation aux assureurs, parce que sinon, ils vont faire du chantage aux hôpitaux comme ils ont fait en Allemagne. Alors, il ne faut pas répéter tous les erreurs allemands ici en Suisse. Pardon. Alors, le soutien infirmier peut rentrer dans le cadre de ces 6 heures si c'est en dehors de ce qu'on appelle les soins de base, parce que ça on le fait partout. Mais si une infirmière, le soir, avec les médecins, parle avec la famille et les patients des conséquences de sa situation, des options qu'il a, de ses soucis aussi peut-être existentiels, là, ça fait partie de ces 6 heures. Donc, oui, il est possible, il faut que ce soit traçable, il faut que ce soit très, très bien identifié. Par ailleurs, la dernière information que j'ai reçue, c'est aussi assez affreuse, c'est que maintenant, les assureurs commencent à dire, mais bon, dans ces 6 heures, on ne veut plus accepter tout ce qui n'est pas, par principe, facturable et la malle. Donc, on enlève les infirmières de liaison, on enlève les aumôniers, on enlève toutes ces sortes de choses. Là, ça deviendrait complètement impossible de remplir ces 6 heures et on ferait vraiment du mal aux patients. Parce que le seul vrai avantage du système suisse par rapport au système allemand d'IRG, c'est qu'au moins, en Suisse, jusqu'à maintenant, les aumôniers, ils sont dedans. Et les aumôniers sont vraiment importants pour la prise en charge spirituelle des patients. Et c'est très bien de valoriser leur travail aussi au niveau financier, parce que ça change un peu la donne et ça montre qu'on prend au sérieux la nécessité absolue d'une prise en charge
interdisciplinaire, multiprofessionnel, qui existe déjà par ailleurs dans d'autres secteurs de la médecine, comme en gériatrie, mais qui n'existe pas partout et qu'on pourrait essayer de développer davantage. Tu as encore une question ou un commentaire? Oui. Pardon, je ne vous entends pas. Donc. Ça n'étonnera personne, je posais une question sur l'interface avec les soins à domicile, puisque les soins palliatifs, il y en a aussi à domicile et il y a des périodes, avant qu'on soit vraiment sur des phases terminales d'aller-retour. Le financement des soins palliatifs doit-il se concevoir uniquement dans une logique hospitalière ou d'itinéraire? Et la deuxième chose, que faut-il penser des demandes de plus en plus importantes que nous recevons au niveau des soins à domicile pour sortir la veille d'un décès ou la semaine qui précède le décès pour mourir à la maison? Alors là, vous avez complètement raison. Les futurs des soins palliatifs est à domicile et dans les EMS. Et c'est pour ça que la chaire en soins palliatifs gériatriques cible les EMS, cible pas l'hospitalier comme lieu d'intervention et de recherche. Parce que le lieu des décès les plus importants en Suisse, c'est les EMS, plus c'est 40%. Les domiciles, malheureusement, c'est qu'un petit 15%. On fait beaucoup de choses pour les faire monter, aussi dans les cantons de Vaud. Et une des choses pour les faire monter, qui est indispensable, c'est de faire monter en puissance la profession infirmière. L'État de Vaud vient de décider de donner la possibilité aux infirmières de prescrire des médicaments. Et ça, c'est un pas fondamental dans cette direction. Notre équipe qui est la plus importante en termes de développement, c'est notre équipe de soins palliatifs extra-hospitaliers. Nous avons le luxe d'avoir une équipe non seulement qui s'occupe de l'hôpital, mais une équipe qui s'occupe des patients à domicile et dans les EMS. Et le futur, c'est dans l'intégration de ce type de soins. Et c'est là où il faut renforcer. Parce que tout le monde, non seulement les patients en fin de vie, mais aussi les patients en fin de vie, veut passer à l'hôpital les minimums de jours possibles. Et il faut donner aux gens la possibilité de rester à domicile autant que faire se peut. C'est pas évident, mais il faut dire que en Allemagne, il y a des équipes mobiles extra-hospitalières de soins palliatifs vraiment consistantes, avec 8 EPT par équipe, avec déplacement 24/7 au chevet du patient, et qui arrivent à avoir un taux de décès à domicile de 82%. Et donc, on voit que c'est possible. Ça, c'est l'équipe que j'avais installée à Munich avant de venir à Lausanne. Je sais de quoi je parle. C'est là, et là, je vous donne complètement raison, c'est là où il faut miser si on veut améliorer la prise en charge des patients en fin de vie. C'est pas forcément l'hospitalier. Mais l'hospitalier, quand même, a ses problèmes à lui, et c'est de ça qu'on m'avait demandé de parler. Bon, s'il y a encore une dernière question, si vous avez encore 2 minutes pour répondre. Oui. Alors c'est vrai, alors les hospices, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment encore en Suisse. La maison de Taras, c'est quelque chose d'encore un peu différent, mais ça va dans cette direction. C'est par ailleurs une excellente institution que je connais bien. Et il faudra prendre une décision, définir les périmètres de ce type d'institution et définir les financements. Alors actuellement, le peu que je sais, c'est très compliqué et c'est pas facile. Mais dans le canton de Vaud, on va mettre en place un financement. Et puis là, on peut vraiment regarder en Allemagne. Il y a un financement en Allemagne qui est compliqué, mais qui tient la route pour 300 hospices en Allemagne. Et donc là, il y a effectivement une manière, c'est un financement un peu mixte entre la Pflegeversicherung, alors l'assurance des soins en Allemagne, mais aussi un petit peu d'hospitalier et 5% qui est payé par les institutions, mais il n'y a rien à la charge du patient. Alors, en principe, c'est possible. Il y a des modèles à suivre. J'espère vraiment que tous ensemble, on arriveront à améliorer ces dispositifs, si ce n'est pour un sain et justifiable égoïsme. Merci beaucoup.